Bonjour. La première chose pour faire une analyse d'entreprise, c'est de faire une analyse SWOT. Pourquoi? Il est important de déterminer les facteurs internes qui sont liés à vous et à votre exploitation et les facteurs externes qui sont donc indépendants de votre volonté. On va les classer dans vos faiblesses et vos forces et les menaces et les opportunités. Dans vos faiblesses, c'est le plus important en réalité puisque c'est le plus difficile à identifier, puisqu'il est très difficile de s'auto-analyser et de reconnaître que nous avons des faiblesses. Pour les menaces et les opportunités, il serait bien de se faire accompagner par une personne extérieure pour pouvoir déterminer ces éléments. Donc, dans la gestion de risque, on va les classer suivant deux facteurs. Les facteurs, votre influence, et dans un deuxième temps, les dangers que peuvent induire les faiblesses, les menaces, les opportunités ou les forces. Dans vos faiblesses, il faudra essentiellement voir à diminuer au maximum via des moyens de prévention et de protection. Pour les opportunités, c'est des choses qu'il faut à développer et pour permettre une meilleure résistance de l'entreprise. En clair, si vous êtes dans la capacité de déterminer les opportunités de votre entreprise, ça vous permettra de faire peut-être d'innover et de partir du principe qu'on ne met pas les œufs dans le même panier. Vos forces, bien entendu, c'est les éléments qu'il faut maintenir pour que vous puissiez avoir ou améliorer la résilience de l'entreprise. Les menaces, c'est des éléments qu'il faut connaître parce qu'il faudra échafauder une stratégie d'évitement pour que vous puissiez résister en tant que chef d'entreprise. On peut considérer que vos faiblesses et vos forces, et éventuellement les opportunités, c'est les éléments que vous pouvez connaître. Après, les éléments qui sont plus ou moins inconnus pour vous, et ce qui pose un problème, puisque quand on analyse une entreprise, il faudrait tout connaître, c'est éventuellement vos faiblesses et les menaces qui peuvent être inconnues. Et vous avez après les opportunités, c'est-à-dire des éléments à imaginer, puisque là, c'est l'esprit de chef d'entreprise, c'est celui qui va innover et qui va éventuellement profiter des opportunités. La deuxième chose qu'on vous demande dans une analyse d'entreprise, c'est de travailler le schéma de fonctionnement. Pourquoi travailler le schéma de fonctionnement? Tout simplement, c'est permettre de connaître le chef d'entreprise, sa façon de penser, sa façon de réagir, et en même temps de faire l'histoire de l'entreprise. La première chose qui est plus facile à déterminer, puisque c'est plutôt de lui demander les décisions, puisqu'il se souvient essentiellement des décisions qu'il a prises, et en fonction du temps. La deuxième chose, dans un schéma de fonctionnement, c'est de déterminer les finalités. Mais demander à un agriculteur quelles sont les finalités, c'est peut-être une terminologie qu'il ne connaît pas. Et donc, c'est pas aussi évident de s'approprier. Et la principale finalité que peut avoir un chef d'entreprise, c'est vivre de son métier. Mais vivre de son métier, c'est pas franchement une vraie finalité, puisqu'on peut vivre de son métier, ça veut dire développer du patrimoine, rechercher à faire du patrimoine, rechercher à assurer le bien-être de sa famille, etc. Donc, il faut trouver entre les décisions et les finalités, l'agriculteur se met entre autres, ou le chef d'entreprise se met entre autres des objectifs. Pour atteindre ces objectifs, il va falloir tenir compte principalement d'éléments qui sont indépendants de sa volonté, donc qui vont être les atouts dans un premier temps. Dans ces atouts, il faudra quand même se poser, et là c'est déterminer éventuellement pourquoi il a pris cette décision. Donc cette notion-là, c'est chaque fois que vous essayez d'avoir des décisions pour arriver aux finalités, vous posez la question pourquoi a-t-il fait ça? Et dans l'autre sens, c'est le comment. C'est-à-dire que si vous connaissez ou si vous avez identifié les finalités de votre exploitant, vous posez comment a-t-il fait pour atteindre ces finalités. Et un autre élément qui va venir contraindre et expliquer principalement ces décisions, ça peut être les contraintes. Les atouts et les contraintes sont des éléments qui sont indépendants du chef d'entreprise.
Donc c'est vrai que ces éléments, il s'est lié au contexte et à l'histoire de l'entreprise. Et ici, donc, l'objectif du schéma de fonctionnement, c'est de déterminer l'analyse des stratégies du chef d'entreprise. Et globalement, tout ça se fait en fonction du temps. Là, vous pouvez vous poser la question, donc le pourquoi, on essaye en fin de compte, dans la question simple du pourquoi, c'est qu'on essaye de déterminer les causes de ces choix de décision. Et on essaye éventuellement de déterminer, dans l'autre sens, les conséquences de ces décisions qui vont permettre d'atteindre les finalités. Et en fin de compte, on arrive sur quelque chose que l'on vous demande en analyse de risque, c'est ce qu'on appelle donc l'analyse papillon. Il est simple que lorsque vous faites une analyse de stratégie de l'entreprise, il y a souvent des causes et ces causes ou des causes qui vont induire des conséquences ou des conséquences qui résultent de causes. Donc il est important de pouvoir comprendre cette approche-là pour cerner l'esprit de votre chef d'entreprise. Donc dans la troisième étape, c'est l'analyse TOS. L'analyse TOS, c'est elle qui va combiner faiblesse, force, opportunité et menace. Donc, je vous rappelle que les faiblesses et les forces, c'est globalement les capacités de l'entreprise et du chef d'entreprise. Opportunité et menace, c'est lié à l'environnement. Donc, l'idée essentielle, c'est de, par exemple, on a pris un premier élément, donc c'est de faire en sorte que les opportunités viennent combattre ou limiter les faiblesses. Donc la première zone, ici vous voyez, c'est une zone de compromis entre vous, entreprise, et l'environnement, c'est-à-dire les autres. Ce qui reste relativement facile. Deuxième élément, c'est essayer de combattre les menaces potentielles qui existent avec les forces de votre entreprise. Ces forces, donc ces projets-là, c'est-à-dire ces stratégies possibles et ces projets, vous comprenez bien que ça devient plus difficile puisque les menaces, ça peut être très extérieur, ça peut être un problème de réglementation et devant une réglementation, vous devez pouvoir compenser, entre autres, par les forces de l'entreprise. Ici, il est vrai que si on combine les forces et les opportunités, donc les forces et les opportunités, ça reste le cadre le plus facile, puisque c'est deux éléments positifs et c'est ici vous allez provoquer de l'efficience de l'entreprise, c'est-à-dire une valeur ajoutée nettement supérieure. Et le dernier cas, donc, qui est le plus difficile à mettre en œuvre, c'est comment limiter les menaces en utilisant éventuellement vos faiblesses. Et donc ici, ça peut être par exemple, je ne sais pas, une menace, c'est par exemple la disparition du statut de salarié détaché. Et vos faiblesses, ça peut être éventuellement, globalement, un problème de main-d'œuvre. Eh bien, ici, vous pourriez imaginer comme stratégie possible de développer une stratégie avec éventuellement d'autres agriculteurs, de prestataires. Donc, une fois que vous avez identifié tous ces risques-là et tous ces projets donc potentiels, il faut maintenant voir comment, suivant ces risques, quels sont éventuellement les dangers qui vont rester donc, et il faut classer. Donc je vous propose de classer suivant la célèbre grille de criticité qui dépend de la fréquence et de la gravité. Ici, vous avez une échelle de fréquence qui va de tous les ans à 20 ans. Alors vous pouvez remarquer que c'est un chiffre impair, ce qui n'est pas l'idéal, puisque la tendance humaine, c'est d'être toujours au milieu. Mais là, cette échelle-là est assez représentative du monde agricole, où vous avez tous les ans 3 ans, 5 ans, 10 ans et 20 ans et plus. La gravité, ici, donc c'est la gravité typique. Donc le premier élément où, en clair, vous perdez la SIFI, donc vous perdez votre capacité à réinvestir. Deuxième critère, vous perdez votre revenu disponible. Donc là, c'est j'ai plus la capacité d'investir et j'ai plus les moyens de vivre, mais j'ai globalement payé toutes mes charges. Quand vous perdez le BE, donc vous n'avez plus la capacité d'investir, vous n'avez plus votre revenu disponible, donc vous ne payez plus
mais entre autres, vous ne payez plus vos annuités. Donc là, on devient quand même dans une situation très délicate. Et quand vous perdez le total des ventes, ce que j'ai pas mis, j'ai pas mis le total des recettes, hein, puisqu'il faudrait inclure les primes et les packs, etc. Donc là, eh bien, en clair, vous ne pouvez plus payer vos charges. Donc vous êtes vraiment en situation extrêmement critique. Donc, lorsque vous avez des risques ou des projets qui se trouvent donc dans le coin supérieur, donc là, l'idée générale, c'est donc des risques qui sont peu graves, hein, puisque c'est SIFI revenus disponibles, mais qui sont fréquents. L'idée ici, ça va être de pouvoir traiter ces risques-là ou ces projets-là en limitant ces risques. Lorsque vous êtes dans des éléments où tous les ans ça peut intervenir et tous les ans vous pouvez perdre le total des ventes, vous comprenez bien que ces risques-là, c'est des risques qui ne sont pas obligatoirement à prendre. Lorsque vous êtes dans des risques peu graves, mais qui interviennent assez à peu souvent, donc là, on va faire appel à votre capacité à absorber ce risque-là. Et lorsque vous êtes, dernier cas, donc le risque où il est très grave, mais qui intervient peu fréquemment, eh bien, il faut peut-être essayer à chercher à transférer ce risque. Donc en clair, la case noire, faut-il vraiment prendre ce risque-là? C'est là où vous projetez, vous devez quand même estimer le risque potentiel et se dire, si je risque de perdre mon EBE pendant 3 ans, est-ce que je dois prendre ou est-ce que je dois être dans la capacité de faire ce projet-là et de mettre en place ce projet? Ça reste une décision du chef d'entreprise. Lorsque vous êtes dans cette case-là, globalement, eh bien, il faut se poser la question, ok, je vais limiter, mais donc il va falloir mettre en place des moyens de protection et de prévention, mais attention, hein, faut-il mettre en place ces projets-là, et dans ces cas-là, à quel coût les moyens de protection et de prévention? Parce que si les coûts dépassent l'intérêt du projet, il faut peut-être le laisser tomber. Ici, là, donc là, on est dans le cadre typique de la gestion des risques, hein, c'est que on va transférer le risque sur quelqu'un d'autre, c'est le principe des assurances. Et puis enfin là, un des éléments qui reste très important, c'est que absorber, on peut l'absorber une fois, mais si on l'absorbe tous les ans, vous comprenez bien qu'on entame là ce qu'on appelle la résilience de l'entreprise, c'est-à-dire la capacité de l'entreprise à revenir à son point de départ ou à un point supérieur, on devrait appeler plutôt ça la transilience. Et un autre élément qu'il faut imaginer, c'est que dans ces projets, etc., il faut déterminer ce qui est connu, inconnu, connaissable et à imaginer. Pourquoi? Parce que le chef d'entreprise a certaines connaissances, donc c'est ce qu'il connaît. Après, dans la notion d'inconnu, ça veut dire que c'est inconnu du chef d'entreprise, mais c'est connaissable. D'accord? Et après, dans le inconnu, vous pouvez avoir des scientifiques, des spécialistes mondiaux, et ça veut dire que ce risque-là, ou ce projet-là, pourrait avoir des éléments connaissables. Il restera une dernière partie qui reste à imaginer. Après, au niveau des fréquences, on peut aussi interpréter la fréquence dans ce qui est quasiment certain, quasiment incertain, d'accord, et là, la surprise complète. C'est la notion d'incertitude qui peut être intéressante. Donc quand c'est certain, est-ce que c'est un risque? Pas obligatoirement, parce que si c'est certain, on se protège systématiquement. Et donc, on arrive dans une notion qui est quand même relativement importante, c'est la zone de certitude. Globalement, vous voyez bien que c'est du certain, voire du incertain, et que c'est dans du connu jusqu'au connaissable. Donc logiquement, ces risques-là peuvent être protégés où on a des moyens de protection ou des moyens de transfert. Ici, on est dans la zone d'incertitude, ce qui veut dire que globalement, ici, c'est du connu, voire du connu ou du connaissable, mais avec un effet de surprise. C'est à peu près ce qui s'est passé en 2016. Puis après, ici, la zone d'imaginaire, eh bien, ici, c'est tout ce que c'est le principe de précaution que applique généralement l'État lorsque l'imaginaire, c'est l'exemple typique, c'est les OGM. Les OGM auraient éventuellement ceci, c'est bien du conditionnel. Et donc ici, on peut faire cette zone imaginaire pourrait devenir extrêmement importante. Eh bien, je vous remercie sur cette approche-là et j'espère que ça vous a éclairé sur l'approche d'une analyse d'entreprise via les risques.